Bon, comme tout le monde, je vais remercier les collègues qui ont, à l'évidence, bien travaillé, mais ils nous ont fait un rapport classique sur les concepts qui sont dominants et majoritaires depuis maintenant 20 ans, avec l'extraordinaire succès que l'on connaît. C'est un plaidoyer pour la politique de l'offre, et à mes yeux, ça ne peut pas fonctionner. C'est assez étrange d'ailleurs de vous voir être partisan de l'intervention de l'État au moment de vendre, mais être toujours contre la présence de l'État quand il s'agit de produire. Bon, ça fait partie de vos contradictions. Mais à l'écoute de vos interventions, je vois que vous partez du principe que la division internationale du travail est bonne, que la mondialisation des échanges est une excellente chose, et moi je pense exactement l'inverse. Je pense au demeurant que la division internationale du travail met en jeu des fluctuations de prix, de cours de monnaie qui ne sont évoqués à aucun moment dans votre rapport. Pourtant, ils sont décisifs. Pour un point, pour 10% d'évaluation de l'euro, c'est 8% de chiffre d'affaires de moins pour les entreprises qui commercent en euros ou qui produisent en euros ou qui évaluent leur richesse en euros. Pour quelques centimes, 1 centime de réévaluation de l'euro, c'est 100 millions de pertes pour Airbus. Donc ce facteur-là participe évidemment complètement des handicaps qui peuvent peser, à supposer qu'on trouve que ce soit une bonne idée de vendre tout et n'importe quoi dans le monde. Pourquoi ? Parce que la gamme des produits français doit aussi être examinée par ceux qui veulent à tout prix en faire une globalité. Cette gamme, c'est une gamme de produits moyens de haute qualité. Nous avons donc un mécanisme de commerce extérieur qui ne fonctionne pas du tout comme celui des Allemands, qui consiste à vendre des voitures et encore des voitures, ou sinon des voitures, vu que ça représente 20% de leur économie, 90% des ventes de voitures de luxe aux États-Unis, etc., etc. Alors, peut-être d'ailleurs pourrait-on au passage se poser la question de savoir, puisque vous avez beaucoup flétri l'État, et notre collègue les Républicains y a été vraiment à la grosse louche, hein, on pourrait peut-être se poser la question des performances des grandes entreprises et de leur incapacité à être présentes sur les marchés et à assurer elles-mêmes leur propre diplomatie. Je terminerai par ce point dans un instant. Donc, après se posent des questions de stratégie. Le premier marché intérieur des produits français, c'était l'Europe jusqu'à présent. Et pour tous les Européens, il en allait de même, à commencer par les Allemands. Les Allemands se sont tournés dans d'autres directions du monde, extrêmement ciblées, et c'est ainsi que plus de 50% de leur commerce dorénavant se font avec des pays qui ne sont pas dans la zone Europe, contrairement à ce qu'était leur histoire depuis des années. Alors se comparer à eux dans de telles conditions peut être intéressant, mais ne produit strictement rien. Comment ont-ils fait ? Ils ont passé notamment des accords privilégiés avec les plus grands consommateurs du monde, le premier marché du monde, la Chine et l'Inde. Voilà comment ils s'y sont pris. Alors permettez-moi de vous dire que je ne crois pas à tout ça. Je ne crois pas que la diplomatie économique ait un sens. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, l'amont commande l'aval. Hein. Je me rappelle de ce qu'on nous a fait faire, nous les parlementaires, quand on essayait de vendre des TGV aux Chinois. Eh bien, on serait bien surpris aujourd'hui d'apprendre qu'on travaillait pour une entreprise allemande. C'est exactement la même chose quand on prend, par exemple, l'exemple magnifique du tramway Alstom vendu à Cuenca dans l'Équateur, grâce à la présence des Équatoriens qui se sont battus pour ça, et notamment du consul de France, de la consul générale de France qui est là-bas, qui est une Équatorienne, et que pour finir, nous vendons maintenant un tramway qui est allemand, parce que tout ça est passé à Siemens. Donc quand l'État ne défend pas ses propres champions, il ne faut pas s'étonner qu'après, le résultat global soit négatif. Donc on ne peut pas vouloir d'échanges favorables à la France si on ne commence pas par défendre ses propres champions. Je vais naturellement devoir finir. Et je vais évoquer maintenant les absents de votre propos. C'est notamment la dimension culturelle. Voilà. La culture est fondatrice de relations de toutes sortes avec nos partenaires à l'étranger et dans le monde entier. C'est un des vecteurs essentiels de la propagation du style, de la manière d'être des Français et de leur façon de faire. C'est d'ailleurs ce qui vous conduit à recommander de parler anglais, sans vous demander une fois si on ne pourrait pas parler davantage français. Parce que quand les alliances françaises dans tous ces pays font leur travail, quand vous avez par exemple 30 000 personnes inscrites
à l'Alliance française en Colombie, pays qui est on ne peut plus difficile, comme chacun le sait ici, eh bien on fait de grands progrès parce qu'alors on apprend à parler, à échanger, à regarder ce que font les Français. La culture française participe de ce qu'ils sont. Je vais finir vraiment. Autrefois on disait, les Français ils arrivent avec les archéologues, ils continuent avec de la musique et après ils nous vendent leurs affaires. Hein. C'était ça l'image qu'avaient les Français. Ben, c'était pas plus mal. Et je pense que les vecteurs d'entrée peuvent pas être simplement de demander aux diplomates français de passer 40% de leur temps à se faire les supplétifs des grandes entreprises françaises qui n'ont qu'à faire elles-mêmes le travail.